Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, qui suivez mes posts, aussi bien sur YouTube, ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, ou bien que l'on peut accéder en tapant Kwame René Alou, ou bien alors quelquefois quand je les mets sur Facebook. Voilà. Alors, nous allons continuer la présentation de la thèse du maître de conférence Dr Kra Dingra Magloire intitulée Histoire des Koulango des origines au 19e siècle. Voilà. Alors, il parle notamment de l'arrivée des Brons dans un espace précédemment occupé et habité par les Koulango, que les Brons vont appeler un Coran. Et il indique comment est-ce que les Brons ont mis en place une stratégie qui consistait à se servir de la langue des Koulango, donc du Coran, comme langue de communication, mais en dissimulant leur langue à eux aux yeux des autres. Bon, il a dit ici que les femmes brownes étaient minoritaires. Non, c'est pas ça. Les femmes brownes étaient très nombreuses. Non seulement dans l'espace Koulango, mais aussi à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier que les browns se sont installés aussi à Bamprediassé, dans les plaines d'Abessine. Et puis ils avaient leurs frères encore qui se sont intégrés à la Chantilly, mais ils savent que ce sont les frères. Donc ils pouvaient aller là-bas marier femme. Donc ça ne posait pas de problème du tout. Voilà. Mais leur stratégie aussi a consisté à ne pas permettre à ce que les autres groupes ethniques de la région épousent des femmes brons. Voilà. Mais eux, ils épousaient des femmes Koulango. Pourquoi? Pour que les enfants qui vont avoir avec ces femmes Koulango soient leurs enfants, soient les fils. Et puisque la résidence est virile locale, bon, donc c'est eux qui élèvent les enfants qu'ils ont eu avec les femmes Koulango. Bon, en tout cas, c'était une stratégie qu'ils ont mis en place. Voilà. Et c'est pour ça que dans la région de Bondoukou, c'est la langue Koulango qui est vraiment la langue de communication. Hein. Voilà. C'est comme ça. Des Malinké, des Senoufo, des Brons, des Koulango eux-mêmes, des Gbin, des Nafana, des Senoufo Nafana, des Dega utilisent le Koulango comme langue de communication. Ça vient de là. Et puis aussi, les dirigeants Brons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient des tambours de devises. On appelle les Tunisiens, les tambours de devises. Ils offraient ça à des chefs Koulango pour essayer de resserrer les liens. Parce que le tambour de devises, le Tunisien, c'est pour des personnages importants. Voilà. Parce que ça joue la devise de la personne. Partout où la personne va, ce tambour-là joue sa devise. Donc c'est cela. Donc ils remettaient le tambour de devise au chef Koulango. Il cite par exemple le cas ici du chef Koulango de Djom. C'est comme ça. À qui les Brons vont remettre un Koulango. Il écrit par exemple que le village de Herebo est le 5e village créé par les Brons dans la région de Bondoukou après Zanzan, Yakassé, Nassa, Assuefri. Il fut bâti sur les terres du chef de Djom, nommé Digbayo, voilà, qui est en fait un Koulango. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, c'est le chef Bron justement, le chef Koulango qui va leur céder des terres. Voilà. Ils vont aussi remettre un tambour de devise au chef Koulango de Sepingo. Là, c'est cette zone-là, les Foumassa vont s'installer là, donc les Brons Foumassa, etc., qui résidaient à Duakam. Voilà. Donc c'était un système, n'est-ce pas, pour avoir la faveur, n'est-ce pas, des chefs Koulango, qui leur cédaient alors des terres sans problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors il écrit ici que les Koulango de Djom et de Sepingo relèvent du chef de Wolobidi qui s'opposa farouchement à la conquête du pays par les Brons. Ces Koulango sortis d'une cavité de Assaï, bon ça c'est ce qui est dit, hein, voilà, se sont installés dans le pays après l'émergence du royaume de Bouna. Les Koulango de Sepingo, bien qu'ayant accueilli les Foumassa,
nourrissaient une haine à leur égard, car ceux-ci, une fois installés, les attaquaient et les contraignaient à une situation sociale peu honorante. Mais parce que les Broncs voulaient créer un royaume, c'est tout. Ils voulaient créer un royaume et ils s'en donnaient les moyens. Et ils ont aussi fait la même chose en donnant un tambour de devise au chef Koulango de Soko. Le chef Koulango de Soko. Alors il écrit ici, selon la tradition recueillie par Bini, Soko est la forme contractée en langue gan de Solokolo, qui veut dire passage des éléphants. Bon, est-ce que ce sont des gants qui ont adopté la langue Koulango, les Koulango de Soko? Parce que les gants, ce sont les gants d'Accra, ceux qui viennent de la région d'Accra, qui ont participé à la migration que j'ai appelée la migration Akwafuga, Krobo, Adela, Vati, du fait justement de l'expansion du grand royaume Akwamu, duquel sont originaires d'ailleurs les Broncs. Voilà. C'est cela. Alors il dit ce village, c'est-à-dire Soko, créé par Mela, un chasseur d'éléphants, relève de trois provinces, le quartier Sogomeli ou Soko Kaibri, le quartier de Koulango, le quartier Songbala, accueille les descendants de Koulpia, à qui Mela avait confié le couteau d'adoration, de vénération de la forêt sacrée Pinango. Satisfait de l'accueil réservé, Doua Kwabena, chef de Fumassa, offrit un palanquin et un tambour de devise à Mela. Bon. Donc les palanquins, ça c'est pour les chefferies importantes. Cela veut dire que le chef Fumassa, qui lui-même est un Bronc, voilà. Donc c'est une façon de un peu je peux dire d'avoir la faveur des Koulango. Alors, ils vont faire la même chose pour beaucoup de choses. Bon, on ne va pas à chaque fois donner les précisions, mais ils vont faire la même chose. Les Broncs vont faire la même chose avec les Koulango de Tundiani. Voilà, Koulango de Tundiani. Ils vont leur remettre un tambour de devise. Ils vont remettre un sabre de guerre au Koulango de Laodiba. Bon, pourquoi? Ici, c'est parce que le roi des Broncs Diamants voulait faire de lui un chef guerrier. C'est ça. C'est-à-dire un Sahene ou Safochene. Voilà, je crois que c'est ce qui explique cela. C'est pour ça qu'il lui a remis la koto, un sabre de guerre et un tambour de devise. Voilà. C'est cela. Voilà. Donc, il faut dire que malgré tout cela, bon, la cohabitation entre Koulango et puis Bronc a connu des écueils. Ça a connu des écueils. Bon, alors il parle d'un incident parce que les Koulango, quelquefois, comme chef de terre, voulaient recevoir certains dons. Voulaient recevoir certains dons. Or, les Broncs ne voulaient pas entrer dans ce jeu puisque eux, ils comptaient se rendre maître du pays. Ils comptaient se rendre maître du pays. Et donc, il y a certains épisodes ici que le docteur, le maître de conférence Kra Dingra Magua décrit parfaitement. Voilà. Alors, il parle de la provocation des Broncs vis-à-vis des Koulango. Oui, bon, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a même une fois un tambour d'un chef Bronc qui dit « Je ne peux pas craindre l'Ashanti et craindre le Koulango. Je ne peux pas craindre l'Ashanti. » Bon, quelquefois on dit « Je ne peux pas avoir peur, je ne peux pas avoir peur de l'Ashanti et avoir peur du Koulango. » Ça, c'est ce que dit un tambour de Bronc Diamant vis-à-vis de Koulango. Voilà. Bon, je vais lire ici, je vais parler ici d'un épisode justement de ce qu'il a appelé la provocation des Abrons vis-à-vis des Koulango. Il dit la tradition Bronc, moi je préfère dire Bronc que Abron, relève que les Koulango du site baptisé Dokom refusaient de les alimenter en tubercules après les travaux champêtres et affamés. Ils s'attaquaient mystiquement aux Koulango afin de les pousser à quitter ce lieu. Les Abrons disaient Ouadjimani wa Dakom, ce qui signifie on travaille et on va dormir dans la faim.
C'est ce qui fut à l'origine du nom du site. Hein? Ouais, Docom. Bon, en principe, si c'est ça, ça doit être en principe Dacom. Parce que Da, en langue bronze, c'est se coucher. Il dit la version de Koulango semble plus crédible. Il était quasiment impossible de s'attaquer mystiquement au Koulango parce qu'étant autochtone, il connaissait mieux les esprits des lieux. Il dit qu'il exprime plutôt que les Koulango ne se sentant plus en sécurité suite aux provocations et intimidations incessantes de la part des Brons, désertèrent le site pour s'installer à Nagafou. Il faut comprendre une chose. Hein. Quand les Brons arrivent, ce sont des fusiliers. D'abord, ils étaient membres du grand royaume Akwamou qui est devenu un empire, qui faisait beaucoup de guerres. Et puis, ils se sont installés dans l'espace sur lequel a émergé la Confédération Ashanti, où ils ont fait des guerres avec les futurs Ashanti. Donc, d'ailleurs, certains de leurs parents sont restés là en Ashanti, hein, où ils ont beaucoup de villages. D'ailleurs, même le chef d'Asumendia, qui est le chef de l'aile gauche de l'Ashanti, il est de la même extraction que les dirigeants Brons, le chef d'Asumendia. Sans compter d'autres villages comme Ninahin, Bodom, Sawa, Asuntireso, etc. Ils sont de même extraction que les Brons. Alors, il indique aussi que il y a des Malinqués qui vont venir s'installer dans l'espace précédemment habité par les Koulango, les Gbé et les Nafana. C'est ainsi qu'ils vont s'installer dans la région de Bondoukou, de Bouna et du Barabo. Voilà. Ils vont s'installer dans la région de... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit que les Djoula de Bondoukou viennent pour la plupart de Bégo au début du XVIIIe siècle. Les réfugiés Djoula de cette... Bon, ceux-là, en fait, leur nom, c'est Namasa. Parce que le nom Djoula, en fait, ça veut dire simplement marchand à longue distance. Ce sont les Namasa. Ce sont les Gbin, ce sont les Limi, ce sont les Wela. Les Gbin, les Noumou et les Wela. Voilà, c'est eux qui sont venus de Bégo. Qui était leur quartier, hein, dans la grande ville de Bégo et au sein du royaume de Anin Soko, créé par des Akans Bono. Voilà, c'est comme ça. Alors, il indique que les réfugiés, bon, il écrit toujours du là, hein, de cette ville-localité bâtiront à Bondoukou 7 quartiers. Dans chacun d'eux domine un djamou que nous indiquons entre parenthèses, c'est-à-dire un lignage malinqué ou bien un patrilignage malinqué. Donso, créé par des Ouattara. Kamaraya, créé par les Kamagaté. Koko, créé par les Deribou. Kumbala, créé par les Bané. Karidjoula, créé par les Diabaraté. Diabagaté, c'est la même chose. Neneya, créé par les Bané et les Ouattara. Et enfin, Timité. Mais les Timités, ils sont arrivés par la suite, en fait. L'ancêtre des Timités, c'est parce que lui, il était un érudit en islam, dans le Coran. Et il voulait aller à la Mecque. Et quand il est arrivé dans la région, les Malinqués qui étaient déjà islamisés, le sachant qu'il était un érudit en islam, le voulaient comme imam. Il voulait comme imam. On lui a dit, mais moi je veux aller faire le pèlerinage. Ils ont dit, ah, vraiment, il faut rester, être notre imam. Ils ont dit, mais... Il a dit, mais qu'est-ce que vous me donnez pour me retenir? Il dit, mais on va te donner une femme. C'est ce que ça, c'est d'autres traditions que chez moi j'ai recueillies, hein, que je suis en train de dire ici pour compléter ce que dit le docteur Kradingra Magloire. Il dit, à leur arrivée, les immigrants malinqués donc, trouvent sur place les Gbin, les Koulango et les Nafana. Voilà, c'est ce que je disais. Et puis, ils se sont installés aussi dans la zone de Nassian, c'est malinqués là. Voilà. Et puis aussi, ils sont installés aussi dans le Barbo. Alors, toutes ces zones vont être conquises par les Malinqués. Hein. Voilà. Si bien que dans le Barbo, on parle 3 langues. On parle le Malinqué, on parle le Koulango, puis on parle aussi l'Agni. Mais Sandégué, les gens se trompent, ils pensent que Sandégué c'est Malinqué. Non, Sandégué ce n'est pas Malinqué. Sandégué, ce sont des Akans, des Agni, mais qui ont un lien direct avec les Agni Bini. D'ailleurs, Sandégué, ce n'est pas des guerres ou bien non, non, non. C'est Santeke, c'est-à-dire la plume des guerriers. Voilà, la plume des guerriers. Hein? C'est le chef, le roi de l'espace Agni Bini, qu'on appelle Asuma Karikari. Il va participer à la migration qui a abouti dans le Sansani Mango, au nord du Togo actuel. C'est lui qui avait envoyé des guerriers dans cette zone du Barabo là.
Et il les a amenés même à faire de l'élevage de caprins, d'ovins, etc. Voilà. C'est comme ça. Il faut s'en référer aux traditions orales des Agni Bini, dont la capitale traditionnelle est Yakassé, Bini. Mais la ville où il y a la sous-préfecture, c'est Kwasi Datekro. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, il parle de l'installation de ces malinqués. Et tous ces peuples-là, finalement, feront partie des populations qui seront dans cet espace, hein, où le royaume bronze diamant va s'ériger. Voilà, parce que les bronze diamants finiront par être les plus forts et plus bons, exercer la royauté et le pouvoir politique. Voilà. Alors, ces mêmes malinqués, certains vont s'installer dans le royaume de Bouna, dans la localité même de Bouna. Voilà. Et il parle de l'installation des Komala. Les Komala comprennent 2 lignages, 2 familles, les Gbané et les Grafoutés. Les Gbané et les Grafoutés. Bon, regardez, un nom comme Gbané, aujourd'hui on ne le trouve même pas dans la boucle du Niger. Les malinqués qui sont là-bas, ils ne portent plus ce nom Gbané là. Voilà, peut-être que bon, ce lien a pris un autre nom là-bas. Alors, les Komala originaires du Mali actuel s'installent à Bouna, dans le quartier qui porte le nom Hingbe. Voilà, ce sont les premiers groupes d'origine mandé qui s'installent à Bouna bien avant la création du royaume, sous la conduite de leur chef Bané Daoudou. Ce dernier fut accueilli par le chef Goro qui régnait à cette époque. Le nom Bané signifie « asseyons-nous et discutons ». Bon. Ça me fait rire parce que Gbagbo avait cette expression là, asseyons-nous et discutons. Oh, le docteur Kra Nigra Magloire nous dit ici que le nom Bané signifie asseyons-nous et discutons. Il y a des coïncidences, hein. Et puis il y a les Kamaras, hein, qui vont s'installer dans le quartier Hingbe. Voilà. Bon, voilà ici, hein, on dit originaire de l'Arabie Saoudite. C'est pas vrai. Les Kamaras, beaucoup étaient dans la zone, hein, qui correspond à la Guinée-Conakry actuelle. Ils ne sont nullement arabes. Bon. Quand des familles malinquées quelquefois sont converties à l'islam il y a longtemps, elles veulent forcément se rattacher à l'Arabie, comme si l'Arabie, qui pratique le meilleur islam. L'Arabie ne pratique pas forcément le meilleur islam, même si le prophète des musulmans y est originaire. Non, faut pas se tromper soi-même. Alors, il y a l'installation des Karidoulam, en fait, qui sont des Diabagatés. Voilà, Diabagatés. Qui vont aussi s'installer dans l'espace où les bronze diamants vont créer leur royaume. Voilà. Et puis, il y a l'installation aussi des Ouattara. Voilà. Ils vont s'installer aussi dans la zone. Hein. Alors, il écrit ici que les Ouattara se sont installés plus d'un siècle après leurs oncles Diabagaté, probablement sous le règne de Piawar, c'est-à-dire dans les années 1770. L'origine même du nom de Djamou Ouattara soulève de nombreux problèmes. Effectivement, parce que, moi je l'ai dit, le nom Ouattara ne faisait pas partie des Djamou malinqués. Apparemment, si on tient compte de ce que le docteur et maître de conférence Kra Nigra Magloire est en train de dire ici, si les oncles s'appelaient Diabagaté, c'est qu'en fait les Ouattara sont des Diabagaté, pour ne pas dire des Diabaté. Parce qu'en fait, Ouattara, c'est une expression qui vient d'une parole d'invocation musulmane qui dit Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est le wa Ta'ala là, la dernière tranche de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça veut dire Allah le glorieux Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mais c'est la dernière phrase wa Ta'ala là. Et ils en ont fait un nom. Voilà, ils en ont fait un djamou. Sinon, si on tient compte de ce que le docteur Kra Nigra Magloire écrit ici, c'est qu'en fait, ils sont des stations Diabagaté. Alors, ils sont des stations Diabagaté. Voilà. Alors, il indique aussi qu'il aura l'installation de Koulibaly. Bon, c'est comme ça, hein. Les malinqués, une fois que certains viennent dans une zone, les autres aussi en profitent, d'autres familles en profitent pour venir s'installer. Hein? Il indique que des Koulibaly aussi ici à Bégo. Là, je ne suis pas informé de cela. Voilà. Et qu'ils ont transité par le Gonja. Mais en fait, il faut savoir que le Gonja,
Là aussi, il y a eu une erreur. Les gens croient que le Gonja a été créé par des Malinké. Non. Le Gonja a été créé par Ndeoura Diakpa Lata, qui est un Gouan. Les Gouans sont des peuples très proches des Akans. Mais il se trouve que Ndeoura Diakpa Lata, il s'est converti à l'islam en prenant le nom de Soumaïla. Et il a fait des guerres pour répandre l'islam. C'est ça qui a fait l'erreur, qui a fait croire que c'était un Malinké. Oh non, son nom c'est Ndeoura Diakpa Lata. C'était son nom avant sa conversion à l'islam, où il prend le nom, le prénom musulman de Soumaïla. C'est ça en fait les faits. Voilà. Les zones de Bolé, de Wa, etc. Les Mbaya, voilà, ce sont les Mbaya. Ce sont les premiers habitants de cette zone. D'ailleurs, les Baoulé Mba sont originaires justement du pays Gbanya, donc du pays Gonja. En fait, ce sont les Haoussa qui ont appelé le pays Mbaya, l'ont appelé Gonja. En fait, ça vient de Goronja, qui veut dire cola rouge. Voilà, c'est comme ça que les Haoussa ont appelé la zone. Voilà. Donc, les Koulibaly aussi sont venus dans la zone là, en transitant par le Gonja, parce que c'était une zone aussi de grand commerce. Voilà, c'est une zone de grand commerce. Et puis aussi, il y a des Tourés qui sont installés dans le quartier de Malagasso, hein, voilà, dans la région de Bouna. Voilà. Et puis, il y a des Traorés qui sont installés dans le quartier de Zerisso, qu'on appelle aussi Bobosso. Donc, vous voyez que beaucoup de lignages malinqués viennent dans la zone et s'installent. Il parle aussi de l'installation des Libis, dont ceux qui sont de lignage Bamba. Voilà, les Libis, ils étaient aussi dans la zone de Bego. Dans les Bamba. Voilà. C'est comme ça. Donc, ils ont été reçus par les camarades, etc. Et puis eux aussi, ils ont pu s'intégrer dans la zone. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et puis, même beaucoup plus tard, on voit des Cissés aussi qui sont venus dans la zone. Parce que les Malinké, là où on peut tirer une prospérité commerciale, etc., bon, ils viennent. Donc, les Cissés aussi sont venus s'installer. Mais il faut savoir que, en fait, très anciennement, les Cissés, ils sont d'extraction soninké, en fait. Ils sont d'extraction soninké. Mais beaucoup de lignages Cissés se sont intégrés au peuple Malinké. Voilà. Peuple Malinké. Il parle aussi de l'installation des Kamaras dans la région. Il dit que les Kamaras, tantôt on dit Kamara, tantôt on dit Kambara. Bon. Pourquoi on dit Kambara? Est-ce une façon d'indiquer le nom ancien? Et c'est comme si que les Kambara vont s'installer dans la région de Bouna. Dans la région de Bouna où notamment Bunkani a créé le royaume Koulango de Bouna. Voilà. Et donc, il indique aussi que les Malinké vont jouer un rôle important au niveau du commerce, hein, un rôle important dans le commerce, etc. Et puis aussi, non seulement dans le commerce, mais aussi dans le processus d'islamisation, hein, des peuples de la région. Voilà. Ils vont jouer un rôle important dans le processus d'islamisation des peuples de la région, grâce au rôle des érudits musulmans que les gens appellent à tort marabout. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit marabout, cela veut dire un charlatan. Alors que, en fait, marabout, ça renvoie à quelqu'un qui est un érudit en islam. Un érudit en islam. Donc, grâce à ceux-là, bon, donc l'islamisation s'est faite et il y a beaucoup de gens qui se sont donc convertis à l'islam grâce à la présence de ces Malinké qui étaient eux-mêmes déjà islamisés. Voilà. Alors, il aborde d'autres aspects. Je crois que nous en sommes déjà à 24 minutes. Nous allons nous arrêter là. Et puis, poursuivre prochainement la présentation de la thèse du docteur et maître de conférence Kra Adingra Magloire sur l'histoire des Koulango. Voilà. Merci beaucoup. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boulay, université qui a Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.